Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, Repentigny en veut plus pour le transport collectif, une nouvelle directrice générale pour le cégep de la Naudière et plusieurs Terrebonniens honorés par le maire. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Vous le savez, le transport collectif est un sujet d'actualité dans la région depuis plusieurs semaines. Le premier ministre François Legault mentionne qu'il veut continuer de faire avancer ce dossier dans la région sans nécessairement injecter plus d'argent. Pour le maire de Repentigny, il doit y avoir des actions concrètes posées, notamment en lien avec le projet structurant de l'Est. Nous le recevons en studio aujourd'hui. Bonjour, M. Dufault. Bonjour, M. Lantier. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voulez comme action de la part du gouvernement Legault? Écoutez, c'est très simple ce qu'on veut comme action. Depuis le mois de mai, la ministre des Transports, Mme Guilbeault, a sur son bureau un rapport déposé par l'ARTM qui présente le projet structurant de l'Est, les coûts, le tracé. Et là, nous, on a besoin de 25 millions pour faire la dernière étape avant la mise en chantier, qui est l'analyse pré-projet. Et là, depuis mai, on n'a pas de nouvelles du gouvernement du Québec à savoir s'ils vont injecter le 25 millions pour lancer l'analyse de projet. Et là, nous, on trouve ça malheureux parce que le temps, c'est de l'argent. La congestion routière, ça coûte 6 milliards par année en perte économique, puis en 2030, ça va coûter 10 milliards en perte économique. Alors là, chaque journée qui passe, c'est de l'argent qu'on perd, des défis pour nos entreprises, pour nos citoyens. On n'en peut plus. Il est temps d'investir en transport en commun. On entend ce message-là de plusieurs personnes, notamment Denis Martin, qui est venu en entrevue il y a quelques semaines ici pour représenter les élus de la Couronne-Nord. Pourquoi, à force de répéter ce message-là, on ne se fait pas entendre? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi vos stratégies, vos moyens que vous avez? Bien, je me l'explique mal pourquoi on ne se fait pas entendre, parce que la région de la Naudière est à 100 du parti gouvernemental. On a le premier ministre dans notre circonscription qui lui-même s'est engagé auprès des citoyens à livrer la marchandise au niveau du PSA. Et là, pour le moment, malheureusement, obligé de se rendre compte que le train n'est toujours pas parti de la gare. Alors là, il est temps qu'il y ait des actions fortes de la part du gouvernement du Québec, qu'ils assument les engagements qu'ils ont pris auprès de la population. Ça fait 40 ans qu'on attend dans l'est de Montréal puis à Repentigny pour avoir du transport en commun. Là, il est temps que le gouvernement agisse. Donc, on est vraiment dans une impasse, si je comprends bien, là, en ce moment. Ah, totalement. Puis c'est malheureux parce que, je le réitère, là, c'est de l'argent qui se perd à toutes les années. Puis c'est la santé mentale de nos citoyens aussi. Là. Être pris 1h30 le matin, 1h30 le soir dans le trafic, là, ça fait à peu près 3 heures. Là, c'est en moyenne là, plus de 110 heures que les citoyens perdent dans le trafic par année. Comment voulez-vous qu'une jeune famille ait le goût de venir s'établir dans notre région s'ils ne sont pas en mesure d'avoir du transport efficace, une mobilité, une fluidité? Puis ça, on pense que le transport en commun est l'alternative. On n'a rien contre l'auto solo, malheureusement. On n'a aucune alternative par rapport à l'auto solo dans notre région. Et on voit là, qu'il faut qu'il y ait des investissements en transport en commun. Le PSA est le bon projet. Tout le monde l'approuve au niveau municipal. L'ARTM l'a proposé. Il ne reste que Québec à agir. Vous êtes aussi, il faut savoir, sur le conseil d'administration d'Exo. Qu'est-ce que ça vous apporte comme point de vue? Bien, c'est sûr que ça permet de voir beaucoup plus l'intérieur de la gestion de notre opérateur. Donc, on est en mesure de parfois peut-être mieux comprendre là, certaines décisions qui sont prises par Exo. Mais moi, ça me confirme, surtout en étant nouvellement administrateur, qu'il y a des besoins criants sur les couronnes et il faut qu'il y ait des investissements qui suivent. D'autre part, j'aimerais me tourner vers l'approche des budgets municipaux qui vont sortir là, très bientôt. Votre administration a annoncé une coupure de 3,4 millions. Expliquez-moi un petit peu cette décision. Bien, écoutez, pour nous, là, depuis notre arrivée au pouvoir, ça a toujours été le maître mot rigueur budgétaire. Il faut qu'on s'assure que les citoyens en aient pour leur argent et qu'on investisse dans les services. Donc, on a réussi
depuis les 3 dernières années, à faire en moyenne là, entre 2 jusqu'à 3,5 millions de coupures par année dans le budget pour s'assurer de limiter la hausse de taxes des citoyens. Puis, si je peux vous donner comme exemple, là, la première année qu'on est arrivé au pouvoir, on a gelé le compte de taxes. Ça a représenté une baisse monétaire du compte de taxes pour les citoyens, pour plus de 80 des citoyens. Mais les 2 derniers budgets, on a réussi à limiter là, quasiment à la moitié de l'inflation, l'augmentation budgétaire. On se dirige là, vers, avec le prochain budget qu'on va déposer, on va se diriger vers une administration qui, au cours des 4 années, va avoir battu l'inflation quasiment de moitié, malgré le fait qu'on a des hausses de coûts là, dans les carburants, les coûts de convention collective, les coûts d'approvisionnement, les mêmes coûts que les citoyens vivent avec l'inflation. Bien, une municipalité aussi le vit. Mais on s'est vraiment dit que notre maître mot, c'était rigueur. On voulait s'assurer de couper ce qui était peut-être superflu ou réaménager ou s'assurer d'aller à l'essentiel des besoins des citoyens. On fait souvent la blague, mais il y a la pyramide de Maslow des besoins municipaux. Le plus important à la base, l'aqueduc, le déneigement, les rues, les vidanges. Alors, on veut s'assurer d'offrir de très bons services dans ces domaines-là, puis peut-être des fois couper un peu dans la fioriture pour être sûr et certain que les citoyens en aient pour leur compte. Merci beaucoup, M. Nicolas Dufour, maire de Repentigny, de votre passage en studio. Merci. Après la pause, nous recevons la toute nouvelle directrice générale du Cégep de Lanaudière, Geneviève Perrault. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La Fondation Maman Dion aide les enfants à avancer dans la vie en leur fournissant du matériel scolaire et des vêtements. Donnez généreusement. C'est la semaine dernière que le conseil d'administration du Cégep de Lanaudière a annoncé la toute nouvelle directrice de l'établissement scolaire. Il s'agit de Mme Geneviève Perrault. Bonjour, Mme Perrault. Comment vous entrevoyez ce nouveau poste? Bien, merci, M. Lancier, de me recevoir. Bien, avec enthousiasme et, je vous dirais, lucidité, puisque je suis déjà dans l'organisation depuis 2 ans et demi. De gros défis pour le Cégep de Lanaudière, si ce n'est que parce que la région a une grande croissance démographique, des enjeux d'accès à l'éducation pour répondre aux besoins de notre population étudiante. Donc, de bons défis devant nous, un plan de match qui est en train de se dessiner, dans la continuité aussi de ce qui se faisait déjà avec beaucoup de compétences. Donc, voilà. Mais il faut savoir aussi que vous étiez auparavant directrice du Cégep de Lanaudière à Terrebonne. Donc, comme vous le mentionnez, je pense que vous partez avec une longueur d'avance et une bonne connaissance des sujets. Là, bien oui, connaissance des sujets, de tout l'écosystème, de l'ensemble de la communauté enseignante, professionnelle, soutien, cadre, mais aussi connaissance du réseau. Ça fait près de 20 ans que je suis dans le réseau collégial. Je vous dirais qu'on vit des défis actuellement. Donc, pour moi, ça va être utile là, pour pouvoir rencontrer tous ces défis-là puis satisfaire, en fait, l'ensemble des besoins. J'imagine que vous étiez rendu là au niveau de changer de chapitre, donc un passage pour un nouveau poste. Comment vous perceviez un petit peu le processus? Parce que
de ce que je comprends, vous étiez aussi responsable un petit peu quand Mme Bayeux a quitté. Donc, comment vous entrevoyez le processus et aujourd'hui avec le résultat? Là? Bien, écoutez, très humblement, je ne suis pas une personne qui a tracé tous les pions de ma carrière. J'avais le goût de m'investir pour la région, j'avais le goût de m'investir pour la communauté. Fait que c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans le processus. Très heureuse, puis avec une équipe, la qualité des gens en place aussi me fait pencher dans la balance, je vous dirais, pour pouvoir faire ce choix-là. Fait que oui, j'étais rendue là, mais j'ai surtout envie de m'investir pour faire progresser l'organisation. Ma force est beaucoup dans le développement, les projets, amener de nouvelles idées, puis soutenir, je vous dirais, et faire rayonner ce qui se fait déjà de bien dans l'organisation. Il faut le savoir, vous avez travaillé notamment avec les 2 autres directrices qui sont présentement à l'emploi, des 2 autres constituantes. Donc, vous êtes habitué de travailler avec l'équipe et j'ai l'impression que c'est quand même une équipe au Cégep de la Naudière qui sont bien préparés et on est vraiment dans l'engrenage est bien huilé. Là. Ah, tout à fait. Bien, ce sont des gens de très grande qualité. Puis je vous dis, l'ensemble de la communauté, là, c'est des gens qui sont solides, une très grande maîtrise des dossiers. Donc, je suis assez honorée et fière de travailler avec eux. Vous n'êtes pas sans savoir que le réseau, de façon globale, vit des enjeux, en fait, au niveau que ce soit du gel de recrutement, dont tous les établissements collégiaux sont touchés. Les niveaux d'investissement aussi. On a plein de projets, mais on a quand même des limitations au niveau des dépenses pour les 3 prochaines années. Donc, c'est sûr que d'avoir une grande expertise et une connaissance du réseau va nous aider à garder le cap sur notre mission éducative, puis regarder le cap aussi sur le développement, parce qu'il y a des besoins en termes d'agrandissement à Terrebonne, d'agrandissement à l'Assomption, résidence étudiante à Joliette. Donc, on veut quand même développer tout de même ces projets-là puis garder le cap. Donc, ça fera partie, j'imagine, là, les 3 points que vous avez apportés des défis là, dans le futur proche là, du Cégep de la Naudière. Bien, les futurs proches, effectivement, ceux-là étaient nouveaux. Ils sont arrivés récemment. Donc, ceux-là, je ne savais pas avant de me lancer dans cette aventure-là. Puis après, comme je vous disais, il y a tout l'accès à l'éducation parce que si je prends le Cégep de l'Assomption, par exemple, on a une augmentation d'effectifs de 17,5 %. C'est énorme. Donc, il faut être capable d'avoir l'ensemble des ressources, des locaux, des équipements pour être capable d'offrir la formation. Puis après, bien, il y a tout le développement de la carte programme pour répondre aux besoins du marché du travail. On est en retard dans la Naudière, fait qu'il faut poursuivre, en fait, ce travail-là pour ajouter les programmes, si ce n'est qu'en santé. On voit l'hôpital Le Gardeur qui va être très gros, mais ça prend des gens pour pouvoir y travailler. En terminant, très rapidement, votre départ à Terrebonne provoque une ouverture de poste, donc j'imagine qu'on est dans le processus pour combler. On enclenche ce processus-là à l'instant. C'est sûr qu'avec le temps des fêtes, je ne vous cacherai pas que ça risque de prolonger un petit peu le processus, mais on se donne à peu près 2 à 3 mois pour ce genre de recrutement-là. Puis, bien évidemment, le but, c'est d'aller chercher la meilleure personne pour faire progresser l'organisation. Merci beaucoup, Mme Perrault. Le Cégep de la Naudière est en de bonnes mains, donc on continue de regarder le processus pour Terrebonne, mais merci beaucoup de votre passage en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Revenez-nous après la pause, alors qu'il sera question de la cérémonie annuelle des Grands Terrebonniens. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. C'est lundi que se déroulait l'annuelle cérémonie du Grand Terrebonnien. Cette année, 7 personnes ont été honorées pour leur implication dans diverses sphères de la communauté de Terrebonne, tant dans le domaine entrepreneurial que culturel et sportif. On écoute le topo.
C'est très important pour nous à la Ville de Terrebonne de souligner l'excellence dans le cadre de notre communauté. Il y a des gens qui s'impliquent, qui se distinguent dans toutes sortes de secteurs d'activité. On a vu ce soir l'agriculture, le sport, évidemment le communautaire et évidemment l'entrepreneuriat. Alors là-dessus, c'est important de mettre des modèles en lumière pour que d'autres puissent s'en inspirer. Puis à la Ville de Terrebonne, mais comme on est 123 000 de population, on en a du talent et du potentiel. Puis aujourd'hui, on voulait vous les démontrer. On dit que Terrebonne, c'est une histoire de vie, donc la Ville accompagne évidemment ses acteurs dans le cadre de leurs activités. Il y en a effectivement ce soir, vous avez raison, qui tournaient, qui mettaient fin donc à une histoire et donc certains partaient à la retraite. Donc c'est l'accomplissement de toute une vie. Il y en a d'autres pour qui malheureusement, bon, c'est un chapitre qui se termine, mais il y aura d'autres défis qui s'en viennent. Puis il y avait également la relève aussi de ceux où on veut donner une tape dans le dos en disant, écoutez, on sait que vous venez de commencer, mais lâchez pas, on veut que vous ayez encore plus loin, puis que vous ayez au bout de vos rêves puis vos objectifs. Donc tous ces objectifs-là qui ont été atteints aujourd'hui. Je suis vraiment fière de recevoir cet honneur-là. C'est vraiment très apprécié. C'est aussi très apprécié de le recevoir en tant que relève qui reprend une entreprise agricole. C'est pas un milieu qui est normalement féminin. Fait que oui, on a des défis, mais je pense que c'est de voir plus loin que ça, de réaliser nos rêves. Puis c'est vraiment un honneur là, que le maire m'a fait. Là. Je pense que tout les lauréats, ce qu'on avait en commun, c'est toute la passion pour le domaine pour lequel on travaille, pour lequel on est propriétaire. Puis c'est aussi la passion qu'on veut démontrer aux clients, aux citoyens, de les accueillir chez nous, puis de montrer comment on fait. Fait que je pense que c'est vraiment tout un but commun qu'on a, puis qu'on est très fiers. Puis je pense que c'est pour ça, ça nous rallie tous. Là, ouais. Ça m'a beaucoup touché, là, vraiment. Là. Parce que là, c'est des gens là, qui travaillent fort et qui reconnaissent le travail des autres. Je remercie M. le maire et toute son équipe et tous les organismes qui nous ont aidés aussi pendant la COVID. Ça, il n'y en a pas ailleurs, là, tu comprends? Et je remercie ma clientèle qui était fidèle aussi, les employés, tu comprends? Tout ce monde-là, ça compte pour moi, tu comprends? Ça prend une équipe pour réussir. C'est très apprécié, surtout quand on voit le parcours qu'on a eu. Après, quand tu termines quelque chose, c'est là que tu vois qu'est-ce que tu as fait. Donc, la Ville souligne ça, c'est très apprécié. Puis de voir après l'explication, dans le fond, qui explique qu'est-ce qu'on a, le parcours qu'on a eu. Donc, ça aussi, c'est très agréable de se le faire dire. Donc, ce soir, j'ai très apprécié de recevoir ce prix-là au nom de ma famille, puis aussi pour mon frère aussi, Yannick, qui n'est pas ici. Dans le fond, c'est un accomplissement, puis aussi quelque chose qui fait en sorte ça va garder une belle expérience, puis avec le prix qu'on a, mais c'est quelque chose qui fait en sorte que c'est comme avoir un trophée, donc c'est très agréable. C'est toujours particulier quand tu déménages de ville puis que tu perds un petit peu tes repères. Puis clairement, d'arriver ici dans une nouvelle ville, de voir tout ce côté historique, ce côté inspirant-là, de voir les infrastructures qui sont mises en place, notamment au niveau des écoles, de tout ce qui est sportif là, avec le complexe multisport et tout ça. Donc, de voir qu'une ville comme ça où ça déborde d'énergie, ça grouille, bien, ça prend le temps quand même aussi de souligner les gens qui y contribuent. Donc, ça, pour moi, c'est particulier de dire je me sens chez moi ici. C'est une ville d'adoption, c'est une ville dans laquelle je me sens bien et dans laquelle j'ai envie de m'impliquer et j'ai envie de permettre peut-être à d'autres athlètes d'émerger du système. Je suis fier de faire partie de cette extraordinaire aventure. Merci encore une fois, Monsieur le maire, pour cet honneur. Merci pour votre confiance. Je me rappellerai tout le temps le moment où vous me l'avez confirmé. Continuons à œuvrer ensemble pour bâtir un avenir radieux pour notre belle ville de Terrebonne. Je vous remercie. Terrebonne avait quelque chose à offrir aux gens, à redonner aux habitants de Terrebonne une certaine... de se rappeler que c'est un trésor que nous avons et ça l'a permis aussi à des gens d'ailleurs de venir découvrir Terrebonne. Et ça a été... Je pense que c'est la plus belle richesse du 350e, d'avoir des gens qui nous disaient, nous témoignaient un soir en disant « Ah, mais moi, où je demeure, on n'a pas ce genre de choses-là, mais vous avez ça aussi à Terrebonne, c'est merveilleux, on va revenir. » Alors écoutez, Terrebonne, le vieux Terrebonne, l'accueil. On a connu des années difficiles à Terrebonne, mais je trouve que le 350e a fait en sorte que c'est du passé. On est vers l'avenir, on a un maire, des élus qui sont là, qui prennent la ville à cœur. Moi, je pense que ça a été facile
ça a été de l'ouvrage, là, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Puis j'ai dit à Céline, elle a fait un travail extraordinaire, mais on était encouragés, on était supportés par l'appui que la Ville nous a donné. Alors, ça a été facile. Très fière d'être ici, dans ce lieu où les bureaux même de la corporation étaient ici au collège. Le collège nous avait accueillis. Alors, c'est ça, fierté d'avoir accompli quelque chose, d'avoir donné aux citoyens des événements extraordinaires qui ont ravivé aussi cette fierté et l'engagement communautaire. Donc, bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la tempête Debby, alors que celle-ci a durement touché plusieurs Lanaudois. Toutefois, plusieurs citoyens de la région vivent encore les contre-coups de cette tempête historique. Pour en parler, je reçois Raymonde Cabot, directrice de la levée de fonds SOS Debby. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, vous avez instauré en fait une levée de fonds. Parlez-moi-en. Oui, quand j'ai vu à la télévision ce qui s'était passé, la catastrophe finalement, et que j'ai vu le monsieur qui a été sorti par hélicoptère, j'ai été profondément touchée. Et ayant moi-même déjà vécu une inondation, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle catastrophe. Et 2 jours après, j'ai rencontré un autre monsieur de 88 ans qui, lui, venait de vivre la catastrophe aussi. Puis moi, j'ai passé ma vie dans le communautaire. Alors, j'ai accompagné ce monsieur-là sur le palier à l'extérieur de l'édifice. Et le monsieur m'a raconté son histoire. Je l'ai consolé. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Donc, par la suite, je suis allée rencontrer l'évêque du diocèse de Joliette. Et je lui en ai parlé. On a décidé de partir une campagne de levée de fonds qui s'appelle aujourd'hui SOS Debby. Et à date, on a amassé quand même 82 000 $. Notre objectif est de 250 000 $. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça va bien. On peut dire que ça va très bien. Ça va aller jusqu'à fin de l'année. Et on a une toute petite communauté qui nous aide pour amasser les fonds avec la firme BNP Performance, qui est une firme philanthropique. Donc, c'est beaucoup à cause de leur aide qu'on a pu la partir aussi. J'avais comme oublié de le mentionner au tout début. Mais sans eux, on n'aurait pas pu obtenir ces montants-là, bien sûr. Alors, on travaille presque à temps plein. Et on a une plateforme aussi qui est la plateforme SOS Debby. Les gens peuvent facilement aller faire leurs dons à l'aide de la plateforme. C'est pas obligatoire de donner un pourcentage. Ils le suggèrent, mais ce n'est pas obligatoire. Les gens sont libres. C'est de cette façon que les gens peuvent faire des dons.
Donc, j'imagine que c'était vraiment important pour vous quand vous avez vu le besoin, parce que oui, la tempête a eu lieu il y a quelques mois, mais encore aujourd'hui, là, je l'ai mentionné, il y a des contre-coups de cette tempête-là et sont bel et bien présents, puis c'est ça qui vous a donné le goût vraiment de vous impliquer dans cette cause. Exact. Je peux vous en parler un peu. Je rencontre des familles au complet qui, en 2 heures, leur vie a basculé et qui ont encore besoin d'aide parce qu'il n'y avait pas d'assurance ou peu d'assurance ou qu'il y avait un avenant ou que la sécurité publique ne peut pas dédommager. Alors, ces gens-là, c'est vraiment pour eux, spécifiquement pour eux, qu'on travaille à cette levée de fonds-là. On a travaillé auprès des municipalités aussi, 39 municipalités, plus de 225 familles qui ont été impactées, 25 locataires et des foyers, là, des familles complètes. Donc, c'est vraiment des gens qui sont partout sur le territoire de la Naudière, là? Oui, 39 municipalités, c'est vraiment la région de la Naudière, presque au complet, là, qui a été touchée. Et ces gens-là, c'est les gens qui sont les moins bien nantis aussi, qui avaient déjà une précarité. Donc, le besoin se fait sentir grandement. Oui. Et les gens, vous acceptez les dons sur une plateforme en ligne, c'est ça? Sur la plateforme en ligne. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la plateforme, peuvent envoyer un chèque ou aller porter un chèque, comme on sait que présentement, il y a la grève de la Poste. Et ils peuvent aller porter leur chèque aux 2 rue Saint-Charles-Borromée à Joliette. Ils peuvent aussi le faire par Interac. Par Interac, c'est ECR de Joliette, SOS Débit. Ils peuvent faire leurs dons de cette façon-là. Et je parle avec les gens, ils sont encore beaucoup dans le besoin. Il y en a même qui ont perdu leur logement, qui ne pourront pas réintégrer leur logement parce qu'on sait que malheureusement, il y a des propriétaires qui en ont profité pour évincer leurs locataires et rénover leur logement, puis hausser les prix du logement. Alors, ces gens-là se retrouvent vraiment dans la misère. Et cet argent-là, là, en terminant, va les aider rapidement aussi, puisqu'on espère atteindre le 250 000 amassés d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Et on aura un comité qui sera formé pour vraiment monter les critères d'admissibilité. Et donner à des gens qui ont vraiment besoin. Merci beaucoup, Mme Cabot, qui représente en fait la levée de fonds SOS Débit. Oui. Merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.